Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette émission spéciale. Il y a un peu plus de 2 mois, le destin politique de la Guinée prenait une autre direction. Professeur Alpha Condé, malgré conseils et tentatives de dissuasion, décide de briguer un 3e mandat après avoir concocté une nouvelle constitution sur mesure. La grogne monte au sein du peuple, le malaise se lit sur tous les visages et les inégalités se font de plus en plus sentir malgré une promesse fallacieuse de répartition des biens. Le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir, dimanche 5 septembre 2021. Sur les ondes de la télévision nationale, le CNRD annonce la prise du pouvoir et sa conduite par le colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple applaudit, content. Les premières bases d'une véritable réconciliation nationale sont posées. Des engagements sont pris par le président de la transition de faire toute la lumière sur la gestion des deniers publics sous l'ancien régime. Mais qui est ce jeune colonel de 41 ans qui a décidé de prendre les choses en main pour remettre la Guinée sur les rails? Quelles sont les ambitions du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya? Quelle est sa vision pour une nouvelle Guinée? Autant de questions que nous posons ce soir au chef de l'État, chef suprême des armées. Avec moi pour animer cette émission, 2 éminents journalistes de la presse nationale, Moussa Moïse Silla, directeur d'Espace TV. Bonsoir Moussa. Bonsoir Adèle. Et Aboubacar Diallo, DG de Film Média. Bonsoir Aboubacar. Bonsoir Adèle. Bienvenue. Merci. Bonsoir Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus aujourd'hui au Palais Mohamed V et merci aussi de nous accorder cette première interview. Merci, c'est un devoir pour moi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale. On commence tout de suite avec Moussa Moïse Silla. Merci Adèle, Monsieur le Président. Bonsoir, merci encore une fois de nous recevoir et de vous prêter à nos questions. Les Guinéens, dans leur grande majorité, vous ont découvert lors d'un défilé remarqué et remarquable en octobre 2018 à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Alors, d'octobre 2018 au 5 septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvons expliquer la prise du pouvoir? Merci Moussa Moïse. Comme vous le savez, avant le 5 septembre, le pays était dans une instabilité sociopolitique. Liée à la nouvelle constitution, les libertés individuelles et collectives étaient confisquées. Et des morts d'hommes avaient été enregistrés. Une justice aux ordres de l'administration politisée. Il y avait donc l'intervenir pour éviter à notre pays le pire. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités pour restaurer les principes et règles de la démocratie, de l'état de droit par la refondation de l'État. C'est le leitmotiv et la mise en place d'une justice pour nous libre et indépendante, de la transparence et de la recevabilité, du respect des libertés, bien sûr, individuelles et collectives. Pour un devenir radieux pour nous tous les Guinéens, bien sûr que nous comptons sur l'implication de chacun et de tous pour que les défis soient relevés dans notre pays. Merci Monsieur le Président. Vous avez dit tantôt que la raison principale qui vous a conduit à prendre le pouvoir le 5 septembre, c'était le fait que le pays vivait une situation d'instabilité sociopolitique liée notamment à la nouvelle constitution. Alors dans tous les discours que nous avons entendus de vous depuis votre avènement au pouvoir, le mot troisième mandat ne ressort pas de manière explicite. Alors, l'occasion vous est donnée, Monsieur le Président, de dire, est-ce qu'on peut dire, partant des éléments de réponse que vous venez de donner, que le troisième mandat est une des raisons qui vous ont poussé à prendre le pouvoir le 5 septembre? Pour nous, c'est clair que la transition, d'abord, se veut inclusive, c'est ce que nous souhaitons. C'est l'engagement que nous avons pris à la prise du pouvoir par l'armée et qui a été salué par toutes les forces vives de la nation. Le peuple de Guinée, dans son ensemble,
et même par la communauté internationale, cette inclusivité que nous cherchons suppose que le peuple soit consulté d'abord et à travers les organes de la transition. Donc, vous savez, tous les maux qui gangrenaient notre pays, et c'est ça qui nous a menés à prendre nos responsabilités vis-à-vis de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, et qui sont, bien sûr, nous, nos enfants et nos petits-enfants qui viennent. Donc, la situation sociopolitique de notre pays, ça fait partie du troisième mandat aussi. Donc, je pense que c'est un tout qui nous a menés à ça. Vous savez, tout ce qui s'est passé avant, nous sommes tous des Guinéens, nous savons les mots qu'on a. Et donc, en tant que soldats, en tant que fils de ces pays, nous avons décidé, le 5 septembre, de mettre fin à tous ces mots-là qui nous amènent à se poser les uns contre les autres pour souvent des intérêts individuels. Monsieur le Président, parlant de la charte de la transition, elle a été dévoilée le 27 septembre dernier et elle fait office aujourd'hui de constitution durant cette période de la transition, sauf qu'elle reste muette sur la durée de celle-ci. Il faut qu'on soit clair entre nous. On ne peut pas voir les choses et leur contraire à la fois. Nous avons décidé de dépersonnaliser la vie politique. Donc, qui suis-je pour imposer une date aux Guinéens? Je pense que le Conseil national de transition, qui regroupe toutes les composantes de la nation, pourra vraiment décider du chronogramme, de la transition et du délai qu'il faut pour soigner tous les maux qu'on a dans notre pays, pour pouvoir passer et revenir, bien entendu, à ce qu'on appelle un cours normal de la vie politique dans notre pays. Voilà. Monsieur le Président, au sujet toujours de la charte de la transition, certains observateurs de la scène politique affirment que le processus ayant conduit à l'élaboration de la charte n'a pas été inclusif. Que leur répondez-vous? Il faut quand même qu'on mette, bien sûr, nos intérêts personnels à côté. Dès la prise du pouvoir, j'ai insisté là-dessus, à ce que les Guinéens soient consultés. Nous avons pris plus de 2 semaines à voir tous nos frères et sœurs au Palais du Peuple pour leur dire de nous proposer des solutions à nos problèmes. Et en sortant de ces concertations, nous avons remarqué ce que les Guinéens tenaient à cœur, vous savez. Et donc pour nous, je pense que nous avons consulté toutes les filles et tous les fils de notre pays pour qu'ensemble nous donnons des idées et bien sûr des remèdes à nos problèmes. Donc chacun s'est exprimé, nous avons pris en compte l'expression globale des Guinéens pour enfin sortir une charte adaptée à nos besoins et qui permettra de sortir de cette phase de crise que vous savez depuis quand ça a commencé. Alors, on ne peut pas dire que le processus d'élaboration de la charte n'a pas été inclusif. Il a été inclusif alors? Bien sûr, le processus a été tellement inclusif que vous retrouvez dans la charte, c'est-à-dire que la composition du CNT, vous trouvez toutes les composantes de la République de Guinée. Et toutes les composantes sont représentées dans cette charte et qui viendront au CNT, qui est l'organe législatif de la transition. Donc je pense que tout le monde est représenté, mais au-delà, aller sur que les personnes soient représentées, je ne suis pas sur cette démarche. Ma démarche elle est très simple, c'est juste l'inclusivité. Et cette charte, justement, Monsieur le Président, prévoit les organes de la transition, parmi lesquels il y a le CNT, on tend vers sa mise en place. Le processus de désignation des représentants des différentes structures devant aller au sein de ce Conseil national de la transition, ce processus est enclenché avec le ministère de l'administration des territoires. Mais il n'y a que le quota attribué à certaines structures semble faire débat. C'est le cas des politiques. Quel commentaire vous avez à ce sujet, Monsieur le Président? La République de Guinée n'est pas juste liée aux politiques. Je pense que vous avez les composantes de la société civile, bien entendu. Vous avez les composantes, nous avons les religieux. Nous avons aussi, vous regardez bien la charte de la transition, vous allez retrouver tous les filles et fils de la République dedans. Mais je pense qu'on ne doit plus se focaliser uniquement sur la composante politique. La Guinée n'a pas de problème sociologique, vous le savez, que notre problème est uniquement politique. Et le CNRD entend bien, par ma voix, dire à tous les Guinéens que nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas que des politiques en Guinée, il y a d'autres Guinéens aussi qui ont
leur mot à dire. Justement, en parlant des organes de la transition, ils sont en train de se mettre en place progressivement. Nous avons un gouvernement de la transition et puis le CNT est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, il y a la CEDEAO qui veut un retour à l'ordre constitutionnel dans 6 mois. Et parallèlement, du côté du Mali, on leur octroie 18 mois pour organiser des élections. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures? Ce qu'il faut retenir, que la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier sont nos partenaires pour réussir cette transition. Je reste confiant que cette communauté restera à nos côtés pour le bonheur du peuple de Guinée. Les défis qui assaillent le peuple de Guinée sont nombreux et les émissaires de la CEDEAO ont fait le constat. Nous sommes heureux qu'il ait noté les progrès enregistrés en peu de temps. Et ces progrès enregistrés en peu de temps dans le processus de transition dans notre pays. Et nous rassurons que les forces vives œuvrent énergiquement pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Nous pensons que la CEDEAO respectera bien sûr le délai que fixera le Conseil national de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Il faut toutefois éviter la comparaison, car vous savez mieux que moi qu'on ne peut pas traiter des maladies avec les mêmes médicaments. Il faut vraiment adapter le traitement à chaque pays. Souvent les gens font l'amalgame et souvent on pense que l'Afrique est un pays. Mais je pense que c'est un continent. Tous les pays ont leurs spécificités. La Guinée et le Mali sont les peuples frères qui vivent des réalités différentes. Nous restons disposés à travailler avec toute la communauté internationale pour une transition apaisée dans notre pays. Dans la même veine, Monsieur le Président, certaines grandes coalitions de partis politiques se sont exprimées également pour un délai raisonnable de la transition. Certaines parlent même de 15 mois. Est-ce que vous les sentez pressés? Si on avait le traitement adéquat aux maux qui gangrènent notre pays en 2 jours, moi je serais prêt à le faire. Il faut quand même qu'on prenne en compte la voix du peuple aussi, qu'on écoute notre peuple. Vous savez, il y a des moments dans notre pays où personne ne s'écoutait et tout le monde pensait avoir raison. Et je pense que la chose publique aujourd'hui, la motivation qu'on a eue le 5 septembre, c'était de dépersonnaliser la chose publique, qui nous amène toujours à ce que chacun pense à lui. Et tout le temps, c'est moi, mais il n'y a pas que des partis politiques en Guinée. Je réitère encore, vous avez les syndicats, vous avez les sages, vous avez les composantes des personnes handicapées, vous avez tout le monde. Je pense que la chose publique ne sera plus faite comme avant, parce que cela nous a mené là où nous sommes aujourd'hui, vous le savez mieux que moi. Et je pense qu'on doit mettre nos personnes à côté et penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à l'intérêt de toutes les filles et fils de notre pays. Et aujourd'hui, le combat personnel, je le dis et je réitère encore, avec beaucoup de détermination, que le combat personnel n'a plus sa place. Monsieur le Président, pour revenir justement à la CEDEAO, dans un courrier que vous avez adressé à son président en exercice au lendemain du dernier sommet extraordinaire tenu à Accra, vous avez estimé que la désignation d'un émissaire, d'un envoyé spécial dans le contexte guinéen n'était ni opportune ni urgente, et ce qui a suscité quand même quelques réactions aussi bien en Guinée que dans la sous-région. Est-ce qu'il y a un risque en prenant cette posture pour vous de vous braquer la CEDEAO contre vous, contre le CNRD et par-delà toute la communauté internationale? Souvent, il faut comprendre vraiment le sens et la vision qu'on a. Je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ces courriers pour trouver des bêtes dedans, pour pouvoir vraiment brouiller les pistes. C'est que ça soit clair. Mon engagement est total et je voudrais que la communauté internationale, bien sûr, comprenne qu'en Guinée aujourd'hui, nous n'avons pas de problème sociologique. Le Guinéen aujourd'hui, pense à son avenir, ça c'est un. Le Guinéen veut régler les problèmes entre nous, les Guinéens. Je pense qu'on est assez intelligent pour régler nos problèmes ensemble, entre nous. Et ce n'est pas un pays qui est en crise, c'est un pays qui est en phase de prendre son destin en main. Et je pense que la communauté internationale
devrait aussi écouter les Guinéens, parce que les Guinéens aussi ont leur mot à dire. S'il y avait une crise ici, on pouvait envoyer un envoyé spécial. Mais aujourd'hui, les Guinéens se sont dit, depuis le 5, qu'on ne va plus se taper dessus pour des intérêts personnels. Nous voulons tout simplement régler nos problèmes à l'interne. Bien sûr, si on est là pour que la communauté internationale nous apporte des solutions techniques à nos problèmes, mais nous tous, on peut le faire. Mais nous voulons aussi qu'il y a dans la démarche de la crédibilité. C'est pourquoi nous vraiment tendons la main à la communauté internationale, nous tendons la main à la CEDEAO bien sûr, pour qu'on nous envoie des techniciens pour tout ce qu'on appelle refondation et la refonte du fichier. On en a besoin. Mais il ne faut pas créer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de crise en Guinée. Les Guinéens se comprennent. Les Guinéens vont se comprendre, pardon. Et les Guinéens pourront vraiment régler ces problèmes politiques qu'il y a dans notre pays, qui gangrènent notre pays depuis longtemps. On a déjà reçu des techniciens de la CEDEAO, mais vouloir toujours donner les mêmes remèdes à 2 maladies ou 3 maladies différentes, je pense que ce n'est pas adapté. Il faut qu'on adapte tous les apports à nos besoins, à nous les Guinéens, les apports de nos partenaires qui sont à l'étranger et les apports aussi des Guinéens qui sont là doivent être adaptés aux besoins du peuple de Guinée. La même CEDEAO, Monsieur le Président, a réitéré son exigence quant à la libération du président Alpha Condé. Que comptez-vous faire pour répondre à cette exigence? Comme nous l'avons toujours dit et indiqué, le professeur Alpha Condé est dans les bonnes conditions. Nous lui réservons un traitement digne. Son intégrité physique et morale sont protégées. Nous sommes des Africains. Nous tenons beaucoup à la dignité. À la dignité de l'Afrique, à la dignité aussi de nos pères fondateurs. Vous savez, le professeur Alpha Condé est dans son pays. Et je pense que le problème de la Guinée se règle souvent en Guinée, avec bien sûr les apports de nos partenaires. Les principes de la CEDEAO, je comprends, et nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, nous respectons ce qu'ils disent, mais à ce qui est du sort du professeur Alpha Condé, nous sommes des Guinéens capables de trouver des compromis, capables de se comprendre sur l'avenir de notre pays. Au-delà, Monsieur le Président, dans le même sillage de la question, au-delà du message officiel, vous avez certainement entendu certains partisans de l'ancien parti au pouvoir qui se posent des questions sur les conditions de détention de l'ex-président. Est-ce qu'il rencontre des proches? Qu'en est-il de son traitement sur le plan de la santé? Quelle information vous avez à donner à ces militants? Quand on parle des barons des partis politiques en Guinée, nous les avons réitéré notre engagement, c'est clair, à conduire une transition apaisée. Et nous sommes fermes que nous ne laisserons passer aucune, je dis bien aucune, attitude de nature à perturber cette atmosphère. Nous pensons que nous nous sommes compris et je pense qu'aujourd'hui, le seul combat qui mérite d'être mené est l'apaisement, l'inclusivité et dans le bien-être de nos populations. Et tout ce qui est projet personnel pour moi n'a pas sa place en ce moment historique de notre pays. Et pour revenir à l'ancien président Alpha Condé, est-ce que vous avez une idée du sort qui pourrait lui être réservé durant cette transition? Il y a un débat là-dessus dans la cité, dans l'opinion publique guinéenne. Beaucoup estiment qu'il doit être gardé jusqu'à ce qu'il soit jugé. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage au sein du CNRD pour le sort, au sujet du sort qui sera réservé à l'ex-président Alpha Condé? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne pouvons pas vouloir les choses et leur contraire. Je suis président de la transition. Nous avons une ministre chargée de la justice nationale, de la justice en Guinée, pardon. Et je pense que la justice doit avoir, franchement, tout son rôle à jouer là-dessus. Qui juge pour juger quelqu'un en Guinée? Il y a la justice qui est là pour ça. Et je pense que la justice, elle sera tout à fait transparente, la justice guinéenne. Il n'y aura pas un pouvoir exécutif derrière la justice. La justice, je tiens à ça et je pense que c'était l'un de mes premiers mots, le 5 septembre. Je disais que la justice sera la boussole qui devra guider tous les Guinéens.
Et je ne peux pas être la boussole. C'est la justice qui doit l'être. Donc je pense que le sort de nous tous est dans la main de la justice guinéenne. Tous les Guinéens. Et nous savons, on ne peut pas reprendre l'histoire de notre pays, mais il y a quelque chose qu'il faut être sûr. On est fiers de notre histoire et nous l'assumons pleinement, dans tous les sens. Et je pense que le sort du président, le professeur Alpha Condé, c'est clair, nous avons le devoir de respecter sa dignité en tant qu'ancien chef d'État. Et nous avons aussi le devoir de le traiter correctement, et des traitements dus à son rang. Et donc pour moi, cette question, elle est claire. Je ne suis pas de la justice, je ne ferai pas le travail de la justice. La justice, elle sera indépendante pour faire tout ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait justice dans notre pays cette fois-ci. Vous avez récemment convoqué les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Que leur avez-vous dit? Pour revenir encore sur ça, moi je ne suis et je ne serai jamais focalisé sur les gens. Je vous ai dit, sur une partie, des partis politiques, ainsi de suite. Je vous dis que pour moi, le seul combat qui mérite d'être mené est le bien-être de nos populations. Et donc tout ce qui va à l'encontre de l'inclusivité, tout ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on appelle rassemblement, je n'accepterai pas. Et je voudrais que chacun prenne ses responsabilités. Et je voudrais bien sûr que nos aînés aient le courage de comprendre ce qui n'a pas marché. Et pour qu'on puisse cette fois-ci arrêter de se cacher derrière les partis politiques ou derrière les composantes pour faire passer son propre message. Et je pense que le message qui doit être passé aujourd'hui, c'est le message d'unité, le message de reconstruction, le message de refondation, si j'ose dire, de notre pays. Maintenant, les projets personnels, je pense qu'aucun Guinéen n'acceptera de suivre tête baissée les projets personnels. Nous savons là où ça nous a amené après tant d'années de souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, bien sûr, on est tous des Guinéens. Moi, j'écoute tout le monde, c'est clair. Et je discute avec tout le monde pour qu'enfin on puisse trouver une solution à nos problèmes. Monsieur le Président, parlant toujours des anciens dignitaires du régime déchu, vous les avez quasiment rappelés à l'ordre 2 fois. Est-ce que cela signifie que vous craignez qu'ils puissent agir dans le sens à faire des manœuvres subversives pouvant déstabiliser la transition en cours? Vous savez, quand un peuple s'élève, personne ne peut l'arrêter. Et je pense que nous sommes assez déterminés pour pouvoir prendre nos responsabilités, à savoir défendre notre pays. Et si nous avons décidé d'aller à la mort pour sauver ce pays, je pense que c'est avec détermination. Et je pense que les manœuvres personnelles, pour moi, ne peuvent pas nous effrayer en aucun cas, parce que nous sommes déterminés, formés pour défendre le pays. Et ça, c'est au-delà de toute personnalité. Donc, nous sommes aguerris, entraînés, déterminés pour défendre nos concitoyens. Monsieur le Président, l'une des missions que vous avez assignées à cette transition est l'audit des comptes publics. Comment va se mener cette opération? Vous savez, cette question s'inscrit dans la refondation de l'État. Les institutions y travaillent déjà. Le gouvernement et le Comité national du Rassemblement pour le développement y veillent conformément à notre credo. Lutter contre la gabegie, le détournement des deniers publics et la corruption qui ont gangréné le pays. Nous croyons à la justice et nous en ferons, comme nous l'avons promis, la boussole de notre gouvernement et surtout de notre gouvernance. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, c'est un processus qui est engagé et qui s'inscrit dans le cadre de la refonte des mentalités et des anciennes pratiques. Les bavures ne seront pas tolérées et les premières mesures que nous avons prises sont révélatrices de notre détermination sur la question. Moussa Moïse. Monsieur le Président, est-ce dans la perspective de cette opération que vous avez décidé de geler les comptes des anciens dignitaires du régime déchu? Et que répondez-vous à ceux qui estiment que
l'ex-intendant général Bill Gates, comme on l'appelle communément, est particulièrement visé? Vous savez, souvent, on se trompe des sujets. Moi, je ne vise personne. Qui sujet pour viser quelqu'un? Il y a des gens qui ont eu des responsabilités dans notre pays. Nous sommes arrivés, nous avons voulu faire l'état des lieux, et je pense que c'est ce qui est normal. L'état des lieux, savoir où nous avons pris la machine, et savoir qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui viennent derrière nous. L'état des lieux, pour moi, c'est normal. Il y a des gens, des personnes qui ont eu des responsabilités publiques, et je pense qu'il est normal de leur demander les comptes, parce qu'il faut savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Et souvent chez nous, quand on veut faire les choses, les gens cherchent toujours la victimisation. Moi, je pense que ma détermination, elle est totale là-dessus, que ça soit clair. Nous avons besoin vraiment de changer de mentalité par rapport au sujet public. Le sujet public, je pense, concerne tout le monde. Quand vous avez Moussa Moïse occupé des responsabilités, après, vous devrez quand même pouvoir rendre compte, sans se victimiser. Ma vision ne sera jamais personnelle. C'est une vision qui est globale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on arrête de brouiller les choses. Aboubacar, sur la question? Oui, sur la même question. Est-ce que c'est l'organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique que vous avez annoncé dans votre discours du 1er octobre? Est-ce que c'est cet organe qui va conduire ce chantier de l'audit des comptes publics? Et si tel est le cas, quand est-ce qu'il sera mis en place cet organe et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Vous savez qu'on ne peut pas reprendre le monde en 2 jours. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu de patience parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la population. Je comprends. Et parce que ces mêmes attentes nous ont poussé à aller à la mort pour qu'on puisse vraiment évoluer. Nous avons pris le pays dans un état. Nous sommes en train de faire l'état des lieux. En même temps, nous sommes en train de mettre en place les organes de la transition. Après avoir mis en place le gouvernement, nous sommes en train de mettre en place le Conseil national de transition. Et en parallèle, nous travaillons dessus pour vraiment faire un état des lieux du denier public. Donc je pense que si vous êtes assez patient, nous allons très rapidement arriver au résultat escompté et à l'attente de nos populations. Mais il faut quand même que ça soit clair, qu'on puisse mettre la forme à tout ce qu'on fait. Parce que si on ne met pas la forme, je pense qu'on revient sur les erreurs du passé. Je pense que nul n'est parfait, c'est clair. Et qu'il faut d'abord toujours construire, avoir l'idée de construire et d'évoluer. Voilà. Monsieur le Président, vous venez d'envoyer plusieurs officiers de l'armée, des douanes et de la police à la retraite. Quel sens donnez-vous à cette démarche? Je pense que la retraite est un droit. Nous n'avons fait qu'appliquer les textes. Cette décision n'est pas une purge. Au contraire, c'est l'assainissement des effectifs de la fonction publique, des corps militaires et paramilitaires, et devra permettre de lutter contre la sédentarisation, qui est un vrai mal chez nous. Donc, il faut qu'on arrête la sédentarisation des cadres. Elle ouvrira des portes de l'administration publique à des jeunes. Vous pouvez comprendre que nous avons des personnes dans l'administration ou dans nos ambassades depuis 37 ans. Et quel sens nous donnons à nos enfants, à nos petits-enfants, si nous faisons nous-mêmes leur travail? Je pense que l'esprit de sacrifice doit être la chose la plus importante pour nous les Guinéens, qu'on arrête de penser à nous et à notre intérêt, qu'on pense aussi aux autres, parce que l'autre existe. Et parce que l'autre aussi a des droits. La retraite, c'est un droit de se reposer. La retraite, c'est un droit pour quelqu'un qui a servi pendant toute sa vie son pays, de jouir de son droit. Donc nous ne pouvons pas vouloir refonder l'État et continuer avec des gens qui sont dans l'administration depuis 60 ans, si j'ose dire. Je pense que c'est quelque chose de très simple et très normal que nous, Guinéens, ne sommes pas habitués encore, mais on va devoir faire face à la réalité pour trouver vraiment des solutions à nos problèmes. Monsieur le Président, dans cet élan d'engagement, dans cet élan
que vous vous êtes donc donné à assainir dans les rangs des effectifs, en mettant à la retraite autant d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité de notre pays. Des observateurs affirment que cela pourrait engendrer des frustrations dans les rangs. Est-ce que vous le pensez ainsi? La chose publique n'est pas une chose personnelle. Nous sommes là en train de servir notre pays. Nous allons devoir accepter un jour de partir, de laisser la place à d'autres personnes. Je pense que les forces de défense et de sécurité, à qui j'ai beaucoup d'admiration, vu le sacrifice qu'ils ont consenti pour protéger notre pays et qui d'ailleurs qui continuent de le faire, c'est de leur droit d'aller à la retraite. Nous avons assez de capacités, bien sûr, pour faire face à la protection de l'intégrité territoriale. Et bien sûr que pour moi, souvent les gens sont contents de partir à la retraite après avoir rendu tant de services à la nation. Mais bien sûr, nous allons veiller à ce qu'ils soient accompagnés dignement et qu'ils puissent jouir de leur temps de retraite avec leurs enfants et leurs petits-enfants. On ne peut plus s'accrocher à la chose publique. C'est clair. On doit donner la chance à d'autres aussi qui sont formés, qui sont là à la recherche de l'emploi et qui ont besoin de travailler aussi. Je pense que le travail est un droit pour chacun, de pouvoir travailler et de pouvoir aller aussi à la retraite. Pour moi, ce n'est pas des questions qui sont à débattre, parce que ça se passe normalement dans tous les pays. Nous avons mis des années avant d'envoyer certains à la retraite. Je pense que personne n'est irremplaçable dans l'administration. Tout le monde peut apporter son expérience, sa formation pour construire l'édifice public qui nous tous devons rentrer dedans. Bien sûr. Dans la même veine, est-ce que très prochainement, sauf erreur de ma part, est-ce que la gendarmerie va être touchée par ces mises à la retraite? Et au-delà, est-ce que la grande administration publique va subir le même mécanisme de mise à la retraite? La gendarmerie nationale est une composante des forces de défense et de sécurité, surtout de l'armée. Et si vous voyez les 909 personnes qui sont parties à la retraite dernièrement, il y a des gendarmes dedans. Parce que nous avons, nos armées, c'est terre, air, mer, gendarmerie. Et donc dans cette liste, il y a plein de gendarmes qui doivent jouir de leurs droits à la retraite, qui sont déjà partis. Et je pense qu'on ne devrait pas faire débat sur les droits. Je pense qu'on doit faire le débat sur le traitement qui est réservé aux gens ayant droit. Je pense que c'est mon credo, qu'il y a la justice dans tous les sens, que chacun puisse jouir de ses droits. Et je pense que si vous vous renseignez, vous verrez qu'il y a des gendarmes dedans. Et ça, fait partie des composantes de l'armée guinéenne. Donc l'administration publique... L'administration publique, nous travaillons d'arrache-pied pour bien sûr assainir le fichier. Le ministre du Travail, hier j'étais au ministère Il y a une circulaire déjà sur la note du ministre elle a été rendue publique où le ministre adresse un courrier au directeur des ressources humaines pour faire la liste de toutes les personnes qui sont censées aller à la retraite. Revenons toujours au débat. La mise en place du gouvernement de transition est terminée. Les ministres ont pris fonction. L'équipe est conduite par Mohamed Beavogui, qui est un technocrate. Monsieur le Président, pourquoi vous avez choisi un technocrate à la place d'un politique? Notre choix n'est guidé que par la volonté de faire des résultats. Peu importe le format du gouvernement, ce sont les Guinéens que nous mettons à l'œuvre, bien sûr. Nous souhaitons que tous les accompagnent et nous saluons bien sûr l'espoir suscité. Ceux qui ont eu le mérite d'être choisis seront bien sûr à la hauteur des attentes des Guinéens. Nous avons eu confiance à M. Beavogui et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service du peuple de Guinée. Monsieur le Président, au Palais du Peuple, devant une composante sociale, vous avez été ferme en annonçant qu'il n'y aura pas de recyclage. Au lendemain de la mise en place de votre équipe gouvernementale, avez-vous le sentiment d'avoir respecté cette promesse? Pour moi,
il faut quand même qu'on définisse correctement les choses. Nous sommes tous des Guinéens. Et vous savez, nous avons tous un passé derrière nous. Ma démarche, pour moi, ce n'est pas d'exclure les Guinéens, c'est d'inclure tout le monde pour construire notre pays. Et souvent, quand on touche aux personnes, ils pensent qu'à eux. Mais il faut qu'on pense maintenant à notre pays. Moi, je n'exclus personne. Le mot recyclage, pour moi, a vraiment son sens, à savoir que la gestion de la chose publique, des deniers publics, ne peut plus être personnalisée. Ça doit être vu par tous les Guinéens, que ça soit clair. Et donc, pour moi, le recyclage ne veut pas dire mettre les gens à côté. Le recyclage veut dire, pour moi, donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de gérer les deniers publics. Comprenez? Oui. Donc il faut que on ne peut pas chaque fois prendre la définition et coller aux personnes. Il faut qu'on se retrouve tous dedans. Vous comprenez? Et d'où nous avons fait appel à toutes les filles et fils de la République de venir tous ensemble. Et tout ce qui peut être à la hauteur des attentes des Guinéens, tout ce qui peut apporter des résultats aux Guinéens, je pense que nous leur donnons la chance pour vraiment construire notre pays. Il y a 3 mois. 3 mois en arrière, il n'y a aucun membre du gouvernement que je connaissais. Aucun. Et quand nous sommes venus, nous avons eu des entretiens nuit et jour pour savoir la probité morale des gens, pour savoir leur vision pour notre pays. Et bien sûr, nous ne cherchons pas des gens en leur posant la question où vous avez étudié et qui vous a envoyé. Nous cherchons tout simplement des cadres en leur demandant qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre pays, en mettant sa personne au-delà, en mettant sa personne de côté et ses capacités aussi. C'est les compétences qui ont parlé. C'est les compétences. Et je pense que toutes les filles et fils de notre pays se retrouvent dedans. C'est pourquoi vous avez annoncé qu'il n'y a pas d'école, d'expérience pour les jeunes, il faut les responsabiliser? Oui, je pense que la responsabilité de servir son pays, elle est tellement immense, elle est tellement grande et noble à la fois, et que je pense que nous avons tous un rôle à jouer et que nous pouvons tous servir notre pays, chacun dans son domaine. Et je pense que les Guinéens aussi, je reviens, sont matures. Ce qu'on peut penser, le Guinéen a été tellement assoiffé de justice, le Guinéen a été tellement assoiffé du progrès qu'aujourd'hui nous sommes tous prêts à apporter. Et c'est pourquoi nous avons donné la chance à toutes les filles et fils de notre pays. Et pour faire une leçon de démocratie, je pense qu'il faut savoir que les Guinéens, en l'air ensemble, nous avons fait une leçon. Vous ne verrez pas une transition militaire composée uniquement des civils dans un gouvernement. Nous l'avons fait dans le sens de l'apaisement et de donner aussi aux gens l'envie de servir leur pays. Comprenez? Tous ceux qui sont dans le gouvernement, tous ceux qui sont dans le gouvernement seront là, au service de la patrie. Personne ne va s'enrichir sur le dos de notre peuple et des paisibles citoyens qui n'arrivent pas à se soigner et qui a du mal aussi à boucler les fins du mois. Et par arrogance, souvent, on est riche, on les marche dessus. Moi, il faut que ça soit clair, que tous ceux qui viennent dans ces gouvernements, ça sera un gouvernement d'austérité. Ça sera pour donner. Nous allons donner sans pour autant attendre quoi que ce soit au retour. Parce que nous avons l'obligation aujourd'hui de donner à notre pays ce qu'il mérite, à savoir le retour dans le concert des nations. Et notre pays a besoin de nous, parce que ça soit clair, aucun étranger ne viendra construire la Guinée si ce n'est pas nous. Personne ne le fera. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des Guinéens qui sont là, que ce soit le mot recyclage ou pas recyclage, nous sommes tous des Guinéens. Nous ne devons pas taper sur un Guinéen, nous donnons la chance aux Guinéens de construire leur pays. Et ça, vous pouvez suivre, hein. Je le ferai. Parce que je pense que nous avons fait le constat, nous savons qu'est-ce qui ne va pas. Nous le savons tous. Et donc, il est temps pour nous de trouver les remèdes pour qu'on puisse aller de l'avant. Monsieur le Président, les élections locales, législatives et présidentielles seront organisées pour mettre fin à la transition. Est-ce que ces élections seront organisées par la CENI ou le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation? Vous savez, nous ne pouvons pas anticiper sur ces questions qui doivent être traitées, bien sûr,
par d'autres organes de transition, notamment le Conseil national de la transition. D'accord. Monsieur le Président, sur la question du CNRD, dans la charte, il apparaît clairement que ce comité sera composé. Alors, à quand sa composition? Le comité national du Rassemblement pour le développement est l'émanation de toutes les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas d'exclusion en mettant des présidents, des vice-présidents, ainsi de suite. Je pense que nous avons la gendarmerie en Guinée, nous avons la police, nous avons l'armée de terre, air, mer, nous avons les paramilitaires qui sont les conservateurs de la nation, de la nature, pardon. Et je pense que le CNRD est l'émanation de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, qui chacun joue son rôle dans son domaine spécifique. Et je pense que cette idée-là vient du fait que nous ne voulons pas exclure les autres et avoir une liste restreinte des membres, soi-disant, du CNRD. Nous sommes tous membres du CNRD. Toute l'armée guinéenne? Toute l'armée guinéenne, y compris les paramilitaires. Aboubakar? Je voulais revenir, vous proposer une dernière question sur les élections. Est-ce que vous espérez un accompagnement des partenaires techniques et financiers pour leur organisation, ou bien vous pensez que c'est la Guinée à elle seule qui va les organiser? Et puis, est-ce que, dans le cadre de la constitution du corps électoral, est-ce qu'il y aura un recensement général de la population? Est-ce que cela est prévu par le CNRD? Vous savez qu'il faut faire, quand vous allez chez le médecin, vous êtes malade, il ne prescrit pas tout de suite un remède. Il fait quoi? Des examens. Et je pense qu'en faisant les examens, ça nous permet de prescrire une ordonnance qui, normalement, doit traiter la maladie. Nous avons un pays qui est violemment riche, en fait, en ressources économiques, en ressources humaines aussi. Et nous pouvons le faire tout seuls, les élections, mais est-ce qu'il y a la crédibilité dedans? Non. C'est pourquoi nous tendons la main à la communauté internationale de nous envoyer de tout ce qui est partenaire technique pour qu'il y ait de la crédibilité, parce que nous allons partir de la base au sommet. Et il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse recenser le Guinéen. Vous savez, on est près de 13 millions et qu'il faut vraiment qu'on refonte le fichier. Et je pense que c'est une démarche qui est inclusive et aussi qui va dans le sens de la clarté. Donc nous avons besoin de partenaires techniques pour apporter vraiment leur expérience technique sur le sujet des élections. Et je pense que nous ne nous formons pas, nous n'allons jamais fermer les portes, nous ouvrons la porte et nous tendons la main à tout le monde pour apporter leur expérience, pour apporter leur expertise, bien sûr, à la question des élections. Monsieur le Président, la mise en place du gouvernement de transition est terminée. Tous les ministres sont connus, ils ont pris fonction. Le Premier ministre Mohamed Beavogui coordonne l'action gouvernementale. Pourquoi le choix d'un technocrate par rapport à un politique? Notre choix n'est guidé que par la volonté de faire des résultats. Peu importe le format du gouvernement, ce sont des Guinéens que nous mettons à l'œuvre, bien sûr. Nous souhaitons que tous nous accompagnent. Nous avons eu confiance à M. Mohamed Beavogui et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service du peuple et que ça soit clair pour tout le monde. M. Mohamed Beavogui a tout mon soutien. Je pense que ce qui mérite aujourd'hui, c'est un projet commun. Donc ils ont été tous sélectionnés par rapport à leur capacité et leur probité morale. Surtout la compétence. La compétence qui pour moi est importante et nous avons voulu que ça soit des Guinéens. Et vous voyez vraiment l'image du gouvernement, ça veut tout dire sur la vision qu'on a de la chose publique. À propos, Monsieur le Président, toujours de ce gouvernement, il y a eu l'entrée de 3 politiques dans l'équipe Beavogui. Il s'agit de Bill Dessam, issu de l'UFR, Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG et le leader de la NGR, M. Abessila. Quel message avez-vous voulu envoyer en les faisant venir au sein du gouvernement? Et l'autre question qui se rattache toujours à leur entrée dans ce gouvernement, il y a le cas Abessila qui fait polémique. Pour
des soupçons de collision d'intérêts. Qu'en dites-vous? Vous savez, avant d'être politique, on est Guinéen. Nous les avons choisis parce qu'ils sont des Guinéens. Et je pense qu'ils ont aussi la capacité, c'est ce qui nous a menés à les choisir pour le destin de notre pays, pour qu'on puisse tous construire ces pays-là. Je pense que le choix ne s'arrête pas sur un homme ici. Le choix pour nous, c'est sur la vision, la capacité d'apporter. Et nous pensons que tous ces gens-là peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et je pense qu'on ne doit pas concentrer le débat sur des personnes, nous devons concentrer le débat sur la vision qu'on a de notre pays. C'est l'inclusivité. Nous voulons exclure personne. C'est pourquoi vous trouvez dans le gouvernement toutes les composantes presque de la vie politique en Guinée, de la vie publique, si j'ose dire. Monsieur le Président, sur le plan de la sécurité, la récente levée des barrages routiers sur l'ensemble du territoire national a fait débat. Beaucoup de citoyens se demandent l'opportunité d'une telle mesure qui est tout de même inédite. Qu'est-ce qui a prévalu à la prise de cette décision? Vous regardez dans la sous-région, vous allez au Sénégal, vous allez dans les autres pays à côté, trouvez-moi des barrages. Et vous aurez la réponse à votre question. La Guinée n'est pas un pays qui est en guerre. Il y a deux points sur ce sujet. Vous avez le côté relationnel et le côté opérationnel. Sur le plan opérationnel, moi je ne trouve pas qu'il y a d'impact sur ça. Nous avons une armée qui est entraînée, qui sait défendre le pays, qui le fera toujours. Et je pense que ce n'est pas au barrage qu'on va défendre. Parce que quand les barrages sont mis la journée, il n'y a pas de barrage. Celui qui veut faire du mal, il le fera la journée. Nous avons une armée qui est entraînée, des forces de police et de sécurité qui savent faire leur boulot. Et tout ne s'arrête pas au barrage. Maintenant, sur le plan relationnel, vous savez, qu'est-ce que ça gangrène, les barrages? C'est la corruption. C'est les pauvres populations, sur le plan relationnel, qui en subissent les conséquences des raquettes. Et nous avons dit que nous voulons mettre fin à cette raquette-là. Et parce que je pense que nous sommes des forces de défense et de sécurité qui ont la mission, bien sûr, de protéger les populations. Ça, c'est une des premières missions des forces de défense et de sécurité. Et bien sûr, de faire face aussi aux menaces qui courent. Je peux vous rassurer que nous avons des hommes déterminés à défendre le pays et qui le feront, qu'ils soient au barrage ou dans les camps. La mise en place des unités mobiles au niveau sur l'ensemble du territoire procède-t-il de cela? Oui, je pense qu'il faut qu'on donne à chacun sa mission. Vous savez, les barrages qu'on appelle checkpoint, c'est quelque chose qui est fait périodiquement et par rapport aux renseignements, si nous avons. Et je pense que tous ceux qui sont gendarmerie mobile, comme son nom l'entend, ils ont pour travail normalement de sillonner le territoire et bien sûr de veiller toujours, pas au même endroit, à la quiétude et aussi à la sécurité des Guinéens qui se promènent et qui ont la liberté d'aller partout après avoir arrêté avec la fermeture de nos frontières. Une dernière question se rattachant à la réouverture des frontières, parce que ça a été l'une des premières mesures que vous avez décidé en procédant à la réouverture des frontières de la Guinée avec ses voisins. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et quel sens vous y avez donné? C'est pour juste une question de normalité. Je pense que ça fait partie aussi des protocoles de la CEDEAO. On ne peut pas fermer nos frontières unilatéralement avec nos voisins qui impactent sur la vie de nos concitoyens. Et tous ces pays limitrophes sont des pays frères. Et je pense que nous ne sommes pas en conflit avec ces gens. Et je pense que, et je suis convaincu que nous sommes capables de nous défendre. Et je pense qu'il ne faut pas déplacer les problèmes. Ça y va dans la normalisation des relations avec les pays frères, amis qui sont autour. Une toute dernière question, Monsieur le Président. Quel héritage comptez-vous laisser à la fin de cette transition? L'héritage pour moi, c'est de vivre ensemble. Et quand je dis aux étudiants de tuer l'ethnie, pour moi, ça a un sens. Le sens, c'est que nous arrivons tous ensemble à construire des choses. Mais politiquement, nous avons pris l'habitude de s'aligner derrière l'ethnie et qui détruit, ça ne construit rien du tout. Et l'héritage que nous voudrons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants,
c'est qu'il faut toujours qu'on sache que la Guinée nous appartient tous et que nous avons tous un rôle à jouer pour développer notre pays. Nous avons tous le devoir d'aimer l'autre. Et la haine de l'autre ne construit pas, ne construira jamais. Et aujourd'hui, nous devons nous donner les mains pour laisser un bon héritage à nos enfants, qui est le rassemblement, qui est l'inclusivité, qui est l'écoute de l'autre, qui est aussi l'amour de l'autre, pour qu'on puisse tous ensemble faire avancer le pays. Cet héritage, c'est un pays nettoyé au plan de la gestion économique et financière et un pays réconcilié. Vous savez, moi, que ça soit clair et net, nous ne sommes pas venus pour construire la Guinée. Nous sommes venus pour mettre le soubassement de l'immeuble. La refondation de l'État. La refondation de l'État. Nous ne sommes pas des politiques. Nous tous, après la transition, nous allons retourner à faire le travail des soldats. Mais nous savons qu'il faut refonder ce pays. Parce qu'il a tant besoin de refondation. Il est juste question pour vous de sortir et voir l'état de notre pays. Vous savez mieux que moi qu'on a vraiment besoin de refonder notre pays. Une dernière question, oui, Moussa Moïse. Monsieur le Président, jusqu'où ira votre détermination à refonder cette nation dont vous connaissez presque tous les mots, car la tâche est tout de même assez grande. Jusqu'où, à quel degré vous êtes engagé à le faire? Mais aussi à rassembler les Guinéens. Je pense que personnellement, je n'aurai pas de limite pour réconcilier nos parents, pour aussi que nos parents guinéens qui sont à l'étranger ou ici puissent penser aujourd'hui Guinée au lieu de penser région. Parce que personne parmi nous a un passeport de région. Nous sommes tous fiers de dire à l'étranger qu'on est guinéen. Et après, quand on vient à l'interne, on cherche des points pour nous diviser. Sachez quand même que la division n'arrange que celui qui divise. Ça n'arrange jamais ceux qui sont divisés. Et nous savons bien sûr que nous avons perdu tellement de frères et sœurs. Et la seule chose qui nous a mené à faire ça, à perdre tous ces gens, c'est la division. Le rassemblement, depuis le 5 septembre, nous sommes rassemblés. Vous avez eu ou entendu des morts guinéens pour rien. Nous sommes prêts, on est assez matures pour se rassembler. On est tous, je pense, je ne suis pas le seul déterminé. Nous sommes tous déterminés ici à refonder notre pays et à ce que notre pays puisse vraiment briller dans le concert des nations. Et cette démarche, je ne suis pas le seul déterminé. Tout le monde est déterminé. Toutes les filles et fils de la Guinée sont aujourd'hui déterminés. Et je pense que personne ne peut arrêter cette détermination. Oui. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Moussa Moïse Silla. Merci Adèle, merci Monsieur le Président. Merci Aboubacar Diallo. Merci Adèle, merci Monsieur le Président. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision nationale. Bonsoir.